Bienvenue à cette session sur les métiers de l'expertise comptable et de la comptabilité face à l'intelligence artificielle. Donc on va parler du rôle de l'intelligence artificielle dans ces métiers, celui qui l'exerce déjà, celui qui est prévisible ou pas pour les prochaines années, les conséquences sur l'emploi, sur les compétences, les conséquences aussi sur la formation et les meilleures manières de former les futurs experts comptables. Alors pour aborder tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Benoudis. Vous êtes expert comptable, vous êtes vice-président de l'Ordre des experts comptables et vous êtes chargé de la formation. Bonjour. Philippe Bonin, vous êtes directeur général de Sémaphore, qui est un cabinet d'expertise comptable et de conseil en transformation des entreprises. Et Anne-Marie Bouvier, vous êtes enseignante en comptabilité et gestion en DCG au lycée de Voilhomme à Aulnay-sous-Bois. Tout à fait, bonjour. Et donc je suis Laurent Mauriac, je suis rédacteur en chef de Brief Eco, qui est une ressource numérique sur l'actualité de l'économie et qui est disponible gratuitement pour les enseignants et les lycéens. Donc je vous incite à aller voir de quoi il retourne sur brief.eco. Alors pour commencer ce débat, peut-être on peut faire un état des lieux sur l'intelligence artificielle aujourd'hui dans la profession. Qu'en est-il Laurent, vous voulez commencer ? Oui, alors, bon, on est face aujourd'hui à une vraie transformation qui n'est pas simplement liée à l'intelligence artificielle, mais qui est liée à la numérisation de l'ensemble des flux de nos clients. Et donc, il y a beaucoup de nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché avec des offres de solutions logicielles qui viennent un peu percuter les éditeurs traditionnels à travers des solutions qui sont collaboratives. C'est-à-dire qu'en fait, le client et l'expert comptable travaillent ensemble sur des solutions en SaaS. Et évidemment, dans ces outils, il y a de l'intelligence artificielle. On a de plus en plus de flux dématérialisés. Alors évidemment, tout ce qui est bancaire, c'est un travail qui n'existe plus dans les cabinets d'expertise comptable aujourd'hui, de saisir la banque ou de faire des rapprochements bancaires. Bon, voilà, moi, quand j'ai commencé, c'était le calvaire du rapprochement bancaire où on cherchait les centimes. On est aujourd'hui maintenant en intégration automatique d'écriture bancaire. Et puis, il y a la facture électronique qui est annoncée d'ici 2, 3, 4 ans. Mais la plupart des cabinets et des entreprises n'ont pas attendu la facture électronique en tant que telle pour dématérialiser leur facture. Donc aujourd'hui, ça se fait à travers des outils qu'on a dans nos portables. On les prend en photo, on les scanne, et puis elles sont automatiquement reconnues par de l'IA et automatiquement intégrées dans la comptabilité. Donc en fait, le travail de comptable, et on a, dans notre profession, il y a 22 000 experts comptables, il y a 170 000 collaborateurs, dont 70% d'entre eux font de la comptabilité. Et ce travail de comptabilité s'automatise de plus en plus. On le voit, on a des collaborateurs qui ont de plus en plus de dossiers, puisqu'ils gagnent du temps en fait, sur ces tâches. Et tout notre enjeu à nous aujourd'hui, au niveau de l'institution, au service des cabinets, c'est évidemment d'accompagner ces collaborateurs dans une montée en compétences, parce que la comptabilité sera bientôt automatisée. Et quand on échange avec ces éditeurs, qu'ils soient historiques ou nouveaux, et la plupart d'entre eux nous disent qu'à un horizon relativement court, alors je ne donnerai pas de date parce que c'est toujours un truc pour se tromper, mais à un horizon relativement proche, on va arriver à un moment donné où la production comptable, la déclaration de TVA, avec la facture électronique, ça sera évidemment le cas, mais la production comptable des états financiers se fera de manière complètement automatisée par de l'IA. Alors, que ferons-nous de nos collaborateurs ? Ils feront en fait tout le travail d'accompagnement de nos clients, qui sont très demandeurs. Ils ont besoin qu'on les conseille sur leur coût de revient, sur leur stratégie, sur leurs difficultés, qu'on les accompagne dans l'établissement des factures, dans le recouvrement des créances clients. Enfin, il y a vraiment tout un champ de missions absolument incroyables qui sortent de la comptabilité pure et qui vont libérer les cabinets et rajouter de la valeur à nos métiers. Mais si on vous suit, est-ce qu'il n'y a pas un risque que les entreprises se disent finalement, je peux tout faire moi-même ? Parce que finalement, l'IA, elle pourra être aussi directement accessible par les entreprises. Oui, mais ça, en fait, on est peu à y croire. C'est possible. C'est la version apocalyptique qui peut arriver. Sauf que, de la même manière qu'avec la médecine, on pense que ça ne sera pas une IA qui va te donner le diagnostic et la prescription médicale, ça ne sera pas le médecin tout seul dans son cabinet déconnecté, mais ça sera le médecin boosté à l'IA. Et on pense que c'est comme ça que ça va se passer aussi dans les cabinets d'expertise comptable. En fait, le cas qui crée cette entreprise,
avant de se plonger dans un outil en ligne où on va lui poser des questions auxquelles il n'a pas nécessairement les réponses, ça sera quand même beaucoup plus simple de s'adresser à un expert comptable qui, lui, grâce à l'IA, va pouvoir lui apporter des réponses beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus rapides, en temps réel. Aujourd'hui, on essaye de mieux synchroniser la diffusion d'informations financières à notre client par rapport à la date à laquelle on a sorti ses comptes. L'époque où on arrivait au mois de mai pour lui expliquer ce qui s'était passé l'année dernière, ça commence à être bien révolu. Donc on est aujourd'hui bien plus dans des flux en temps réel, puisque on récupère les flux bancaires, on récupère automatiquement les factures avec les outils qu'on a dans notre poche, et donc on est capable d'obtenir une comptabilité en temps réel. Voilà. Donc maintenant, tout l'enjeu, c'est d'être capable de traduire ces informations financières dans quelque chose qui est intelligible pour le chef d'entreprise. On fait des formations aux collaborateurs et pour illustrer un peu ce que je suis en train de vous dire, on leur distribue en fait des résultats d'analyse médicale. C'est 3 pages avec le taux de glycémie, le taux de cholestérol, le taux de machin, etc. Et on demande aux étudiants, qui ne sont pas du tout médecins, ils sont comptables, ce qu'ils en pensent. Évidemment, ils n'en pensent rien. Ils sont incapables de dire si l'hémoglobine elle est à 3 à 2, c'est bien ou c'est pas bien. Voilà. Et on leur dit, en fait, lorsque vous sortez un tableau de bord à un client, il est dans la même situation que vous qui regardez des résultats d'analyse médicale. Vous n'y comprenez rien. Alors, les chiffres sont peut-être bons, ça c'est sûr, mais c'est pas comme ça qu'on va être capable de comprendre ce que ça veut dire. Envoyer un tableau de bord à un client avec des chiffres alignés, il le prend, il le regarde, il le met dans un tiroir, il ferme la porte. Il va falloir lui expliquer ce que ça veut dire. Là, ta marge elle a baissé, là, tu as un problème de financement. Donc la production des données automatisées et l'exploitation des données, l'interprétation, l'analyse resterait dans le domaine des experts comptables. Exactement. Philippe Benoît, est-ce que vous souscrivez à cette vision ? Alors, non seulement j'ai souscrit, mais moi je considère que ça peut être un élément qui va permettre un petit peu de redynamiser cette profession et un élément qui va redynamiser les étudiants qui veulent rentrer dans cette profession. Parce qu'il faut quand même le reconnaître. D'abord, il faut quand même faire un état des lieux. Est-ce que vous imaginez un pays comme le nôtre, je dirais un monde comme le nôtre, sans comptabilité, sans règles financières? Ça veut dire qu'il va falloir quand même être au moins formé sur la compréhension, la connaissance de tout cela. Est-ce que vous pensez que c'est l'intelligence artificielle qui va éventuellement modifier certaines normes, va faire un certain nombre de choses, elle va certainement nous proposer un certain nombre d'éléments. Donc ça veut dire quand même qu'on est dans un monde où cette connaissance va bien falloir que quelqu'un l'ait. On ne peut pas imaginer que cette connaissance c'est seulement détenue par l'intelligence artificielle. Enfin, en tout cas, je pense que je ne serais plus là si ça devait arriver. Donc ça veut dire qu'il y aura quand même besoin d'avoir des gens qui maîtrisent la matière, qui connaissent la matière. En revanche, on va effectivement avoir des experts comptables, des comptables boostés par une intelligence artificielle qui va venir faire un certain nombre de choses. Dans un premier temps, elle va venir certainement, je dirais, gommer tout un tas de tâches matérielles répétitives qui, il faut bien le reconnaître, ne sont pas tout à fait sexy ou très attractives pour nos collaborateurs. Et au bout de 2 ans, ils expliquent moi, je veux faire autre chose que de faire la saisie. Pour ceux qui font de la saisie, moi, je veux faire autre chose que de faire des pointages. Et ce qui est tout à fait normal. Et bien là, ça va leur donner la possibilité d'aller un peu plus vite. Alors, c'est vrai qu'il faut certainement qu'on adapte nos cycles de formation. Il faut certainement qu'on adapte notre montée en compétences. Il faut certainement qu'on introduise des notions de c'est quoi de la data et comment on la manipule, comment on l'interprète rapidement. D'interpréter également, de les former sur des éléments de soft skills, à savoir de comment on écoute un client, comment on comprend son besoin et comment est-ce qu'on le traduit par rapport à une donnée technique que moi je maîtrise et que le client ne maîtrise pas, comme vient de le dire Laurent à l'instant, parce qu'il voit un alignement de chiffres et il ne sait pas trop ce que ça veut dire. Oui, il va falloir effectivement qu'on fasse, et on le fait déjà actuellement, faire monter en compétence nos collaborateurs. Ils en ont toutes les qualités pour intégrer un petit peu cette intelligence émotionnelle qui sera absolument nécessaire lorsqu'on sera à produire. Donc pour moi, ce métier va être boosté, mais c'est vrai qu'il y a tout un tas de choses répétitives, mais c'est le sens de l'histoire. Donc c'est un métier qui va devenir plus humain et qui va nécessiter des compétences différentes. Alors bon, on n'était quand même pas des robots avant. Je pense qu'on était quand même des hommes et des femmes qui travaillent au quotidien. C'est cette dimension-là qui va prévaloir, disons. En tout cas, ça va être celle-ci qui va être, à mon sens, totalement indispensable pour pouvoir bien pratiquer ce métier, oui. D'accord. Anne-Marie Bouvier, donc vous êtes enseignante, vous êtes face à des lycéens, des étudiants, plutôt des étudiants. Peut-être vous allez commencer par nous dire exactement ce que vous faites. Et puis après, je vous poserai une question sur la façon dont vos étudiants ressentent ces évolutions.
Alors moi, je travaille avec des étudiants, mais des étudiants alors qui post-bac, hein, donc c'est la première étape pour le long chemin vers l'expertise comptable. Donc c'est un diplôme qui se prépare en lycée et qui a grade de licence. Et donc, en fait, les étudiants ont fait ou pas avant de la comptabilité, enfin, en tout cas des disciplines qui s'approchent des disciplines de gestion, hein, proches de la comptabilité ou pas. Donc, soit ils viennent de filières technologiques où ils ont déjà une petite notion de comptabilité, ou bien pas du tout, ils ont fait un bac général et donc ils commencent à travailler autour des disciplines de gestion et de la comptabilité en particulier. Voilà, donc moi j'ai plutôt affaire à des étudiants et en effet, il faut qu'on prenne en compte, nous aussi enseignants, les évolutions technologiques et l'entrée dans la profession ou dans les professions auxquelles ils se destinent de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous sentez chez eux un intérêt pour ces questions-là ou une inquiétude ? Alors une inquiétude, non, pas une inquiétude. En fait, je pense que les générations qu'on a aujourd'hui, elles sont nourries en fait aux technologies de l'information et de la communication. Et donc effectivement, ils ont tous des ordinateurs, des smartphones, etc. Mais bon, il faut les sensibiliser quand même à cette intelligence artificielle parce que au départ, je suis pas sûre qu'ils en conçoivent le périmètre et les applications. C'est plutôt quelque chose qui fait partie de leur quotidien que de leurs études peut-être ou quelque chose comme ça. Et comment vous réagissez à ce que Laurent Benoudiz et Philippe Baudin ont dit ? Est-ce que c'est une vision que vous partagez ? Est-ce que c'est aussi la vision que vous essayez de faire passer à vos étudiants ? Alors, c'est une vision que je partage, bien sûr, parce que en tant qu'enseignant, on est aussi en prise avec la réalité économique, l'actualité, etc. Donc, en fait, on est vraiment sensibilisé à ça. Et ensuite, moi, ça se traduit dans mes enseignements et dans mes exigences vis-à-vis de mes étudiants par la volonté de les faire monter en compétences, et donc en compétences d'analyse, en fait. Et en effet, moi aussi, j'étais de la génération qui faisait des rapprochements bancaires à la main et avec la bande machine. Évidemment, c'est complètement fini. Néanmoins, la technique de base, la technique comptable de base, il faut leur apprendre. Et puis après, il faut leur montrer que cette technique de base, une fois qu'on la maîtrise, en fait, ça a quelque chose de rassurant pour eux de refaire et refaire des exercices techniques. Mais en fait, il faut qu'ils aillent plus dans l'analyse et en fait, adopter en fait une intelligence qui est une intelligence comportementale, de recul, et puis s'emparer effectivement des outils numériques et de l'intelligence artificielle. Alors, donc ça, c'est une première chose, c'est au moment des enseignements. Donc les sensibiliser à ça et donc les ouvrir, peut-être aussi. Alors moi, j'enseigne le management aussi en particulier. Donc dans mes enseignements de management, je leur montre bien qu'il y a cette montée en puissance, cette nécessité d'analyser son environnement, d'analyser l'environnement des entreprises et des organisations d'une manière générale, puisque ça va être leur client. Et donc, que pour conseiller un client, il faut bien prendre conscience de l'environnement dans lequel il évolue. Et alors, par ailleurs, dans un autre maillon de la chaîne, j'ai aussi des étudiants qui sont déjà plus avancés, qui sont des alternants et qui travaillent dans des cabinets et qui doivent aussi envisager de faire des mémoires. Et les mémoires, souvent, en ce moment, ils portent sur la transformation du métier d'expert comptable et la prise en compte, effectivement, des outils numériques, de l'intelligence artificielle, de l'environnement, de l'évolution de tout cet environnement. Et qu'est-ce que vous percevez à travers ces mémoires ? Est-ce qu'il y a des choses que vous apprenez et qui vous étonnent ou qui vous intéressent ? Alors, oui, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, les mémoires sont basées déjà sur de la recherche. Et donc, la recherche, ce n'est pas l'opérationnel. Moi, je lis aussi des articles de recherche. Je ne suis pas systématiquement dans les cabinets et dans l'opérationnel. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est comment ça se traduit. Alors moi, j'ai vu effectivement l'arrivée de l'intelligence artificielle
en tout cas plutôt au départ dans les grandes entreprises et dans les grands cabinets. Et puis maintenant, ça irrigue très très largement l'activité des cabinets de plus petite taille et même de ce qu'on appelle des cabinets à taille humaine et même très petits cabinets. Et alors, est-ce que vous, les jeunes collaborateurs que vous voyez arriver, est-ce qu'ils sont à l'aise avec les outils? Est-ce qu'ils en fait, ils sont un peu porteurs d'une nouvelle culture? Ça dépend. Ça dépend desquels. Le discours qu'on leur tient, il doit être franc et clair. Il ne s'agit pas de les endormir en leur disant que tout va bien et qu'ils continueront à faire le même métier. Il y a eu un rapport de la commission de l'intelligence artificielle qui a été demandé par le gouvernement et qui est sorti au mois de mars, là, tout récemment, qui pointe que le métier qui sera certainement le plus impacté par l'arrivée de l'IA, c'est le métier de comptable. C'est-à-dire qu'on est absolument le métier le plus en haut en termes de tâches automatisables et de risques d'automatisation. Et on peut imaginer qu'effectivement, à moyen terme, le métier de comptable en tant que tel, qui enregistre des factures et qui fait des pointages de compte, aura disparu. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement cette nécessité de parler la langue comptable. Et c'est ça une grosse partie de l'enseignement qu'on leur donne. C'est-à-dire qu'en fait, il faut apprendre à parler la comptabilité, comprendre ce que c'est qu'un bilan, comprendre ce que c'est. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'analyse financière, il n'y a pas d'accompagnement client si on ne parle pas le langage comptable. Donc il faut apprendre à parler le comptable. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de continuer à apprendre à passer des écritures comptables? Je ne sais pas, mais il faut avoir au moins la connaissance de l'implication que ça peut avoir une opération de comptabilité. Donc il y a cette formation à faire sur le plan technique, sur la comptabilité, pour pouvoir leur donner les outils. Mais derrière, après, c'est évidemment de l'analyse. Le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de repenser en fait le DCG et le DSCG pour essayer de rajouter évidemment tout ce qui est analyse de la data. Peut-être, est-ce que vous pouvez juste rappeler ce que c'est que le DCG et le DSCG? Alors en fait, il y a, pour rentrer dans l'expertise comptable, il y a plusieurs voies. Il y a une voie qui est la voie classique, qui est le diplôme de comptabilité de gestion, le DCG, qui est un diplôme de niveau licence. Et puis il y a le DSCG, qui est le diplôme qui se poursuit, qui lui est de niveau master. Une fois qu'on a fait ces 5 années d'études, on peut démarrer un stage d'expertise comptable qui dure 3 ans, à l'issue duquel on passe le DEC, le diplôme d'expertise comptable. Donc ça, c'est la progression de la filière. Il y a la possibilité de faire ça en université, en licence d'éco, puis ensuite master CCA. Et lorsqu'on est en master CCA, on a des dispenses qui nous permettent de rejoindre le DSCG, mais il reste quand même 2 unités d'enseignement à passer. Et puis il y a une autre troisième voie qui est les écoles de management, les écoles de commerce. Il y a aujourd'hui 13 écoles qui, en France, disposent d'un diplôme qui leur donne des équivalences, des dispenses, sur le DSCG à hauteur de 5 sur 7, qui est le maximum qu'on puisse avoir, et donc ils ont encore 2 unités d'enseignement à passer. Et donc il y a ces 3 voies d'accès qui permettent d'arriver à un moment donné sur le DSCG, qui permet de rentrer en stage d'expertise comptable. Donc ça, c'est la voie. Alors évidemment, l'enseignement en université Master CA et l'enseignement en école de commerce, pour pouvoir avoir cette dispense sur le DSCG, se cale sur le programme du DSCG. Donc en fait, quand on modifie le programme du DSCG, on modifie par ricochet automatiquement l'enseignement qui est délivré en université ou en école de management. Et donc le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui sur le DSCG et également sur le DCG, c'est d'intégrer à l'intérieur tout ce qui est data IA. Ça, c'est une grosse transformation qu'on essaie de mener et qu'on démarre maintenant. En fait, ça va aboutir sur 2026. Donc data IA, ça veut dire apprendre à se servir des outils et à faire des prompts, par exemple, ce qu'on appelle des prompts, c'est-à-dire pas nécessairement, on ne veut pas en faire des programmeurs informatiques. Par contre, savoir exploiter la data, c'est de savoir faire la différence entre une data qui est structurée et qui n'est pas structurée, savoir si elle est propre ou pas propre, est-ce qu'elle est exploitable en l'état, comment on fait pour la manier. Et puis après, il y a évidemment toutes ces histoires d'interopérabilité entre les systèmes, enfin voilà, il y a toutes ces notions-là. Et puis exploiter l'IA, comprendre comment elle fonctionne, ses biais, voilà, il y a toutes ces notions-là qui sont... voilà. Le deuxième gros sujet sur lequel on est, parce qu'on est très attendu par les pouvoirs publics, mais par notre environnement aussi, c'est tout ce qui est durabilité. Il y a une directive européenne qui est sortie, qui va obliger les entreprises au-delà d'une certaine taille à faire certifier des rapports de durabilité. Et donc, évidemment, on veut intégrer dans notre formation
la durabilité de telle sorte qu'un expert comptable soit, lorsqu'il sera diplômé, à la fois en capacité d'exercer le métier d'expert comptable, mais également le métier de commissaire aux comptes et le métier d'auditeur en durabilité. Voilà. Et donc demain, en fait, notre conviction, c'est qu'on fera quasiment autant de production d'informations financières que d'informations extra-financières pour accompagner les entreprises sur ces sujets. Philippe Bonin, vous avez un cabinet de taille très importante. Quels sont vos besoins en termes de formation quand vous recrutez des nouveaux collaborateurs? Qu'est-ce que vous souhaitez voir en termes de formation et comment vous voyez l'évolution dans les années à venir? Déjà, nous, ce qu'on essaie d'obtenir, d'avoir dans ces nouveaux collaborateurs, et notamment dans tous ces jeunes qui arrivent en apprentissage, en alternance, c'est déjà qu'ils soient bien formés sur la matière comptable. Pas obligatoirement qu'ils soient bien formés pour passer les écritures comptables, parce que comme l'a dit Laurent, je dirais que c'est devenir quasiment accessoire. Donc l'intelligence artificielle ne doit pas dispenser de bien maîtriser toutes les bases de la comptabilité. Encore une fois, est-ce que vous imaginez demain un monde économique sans comptabilité, sans données financières? On parle de budget de l'État actuellement, ça nécessite quand même quelques notions comptables. Enfin bref, ça fait partie d'une matière, d'une vraie connaissance. Donc là-dessus, je pense que c'est quelque chose d'indispensable. Donc déjà, c'est d'avoir des gens bien formés. Effectivement, ce qu'on attend, nous, de plus en plus, c'est d'avoir des gens bien formés avec un certain nombre de palettes supplémentaires. Laurent en a cité quelques-unes. La data, c'est quelque chose d'important. Quand on emmène un collaborateur chez un client, il faut qu'il sache comment je vais récupérer les données ici, comment je vais les intégrer, pourquoi je les intègre comme ça, comment je les dois structurer si elles ne sont pas bien structurées. Voilà, donc ça, il faut qu'il en comprenne les éléments. Ça suppose, pour bien le comprendre, il faut en comprendre l'objectif étant la comptabilité. Il y a ces notions de durabilité qui, même pour les entreprises les plus petites qui ne vont peut-être pas être complètement impactées par cette norme et cette obligation européenne, ça va ruisseler sur toute l'économie, donc ils seront obligés de donner quelques informations. Donc ça permet d'ouvrir cette profession à des notions extra-financières. Puis il y a également deux notions sur lesquelles on est très attaché au sein du cabinet. C'est l'aspect comportemental. Puisqu'on est un métier de service, on est au contact des clients, on doit comprendre leurs besoins, on doit répondre à leurs attentes. Et donc ça veut dire qu'il faut être capable d'être, excusez-moi du terme, traducteur entre ce qu'on voit dans les chiffres avec cette réglementation comptable. Je vous rappelle que c'est un code. On est dans un état de droit. C'est régi par un code comptable qui fait partie d'une des facettes du code de commerce. Donc ça veut dire que sur ces éléments-là, il faut être en capacité d'être traducteur pour le compte du client. C'est ce qu'on appelle l'analyse. Bon, eh bien, c'est ça que j'attends qu'on puisse ouvrir ça de plus en plus. Alors, ça commence à être fait, ça commence à s'élargir. Nous, on appuie énormément là-dessus. Je mettrai une petite couche quand même sur les langues étrangères, parce que ça, c'est quand même comment ne pas penser demain qu'on puisse naviguer dans les entreprises. Voilà. Pourquoi on le fait? On le fait d'abord pour nos besoins, mais on le fait également parce qu'on sait très bien que nos collaborateurs... Moi, je suis d'une génération, c'était un métier toute ma vie, dans la même entreprise. D'accord? Après, il y a eu dans la même entreprise plusieurs métiers. Et maintenant, ça va être plusieurs entreprises, plusieurs métiers. C'est ça le profil. Donc il faut nous donner cette possibilité au niveau des collaborateurs pour leur donner cette possibilité de pouvoir évoluer et de pouvoir les accompagner. Donc ça, on a un enjeu, y compris dans l'éducation, je pense, à améliorer certaines choses, sur lesquelles je sais qu'il y a des travaux, et notamment ce que fait le Conseil national est très important à ce niveau-là, pour faire évoluer tout cela, parce que nous, dans les cabinets, on a besoin de gens qui puissent être immédiatement... Et en plus, le fait qu'ils aient cette formation, le fait qu'ils aient cette pratique, ça va nous donner en fait beaucoup plus de moyens pour leur faire voir que cette matière et ce métier est quand même hyper attractif, parce qu'il faut quand même le reconnaître. De temps en temps, quand on parle des comptables, on voit plus la poussière sur les épaules que le fait d'avoir un métier super sympa, etc. Ouais. Justement, c'est ça qui me semble un peu paradoxal dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, intuitivement, on peut se dire avec l'intelligence artificielle, il y a des compétences qui vont disparaître, mais en fait, j'ai l'impression que finalement, ça nécessite davantage de compétences, parce que vous parliez d'analyse de données, vous parliez de maîtrise des outils techniques, vous parliez de compétences humaines plus approfondies. Donc finalement, ça enrichit considérablement le métier. En fait, il devient plus complet d'une certaine manière. Est-ce que vous
Non seulement je trouve qu'il devient plus complet, mais il permet également à tous ces jeunes étudiants de rentrer dans une profession dans laquelle ils ne vont pas s'enfermer, parce que ça leur donne tout un tas de possibilités à côté. Parce que justement, cette capacité à s'ouvrir encore plus sur le monde, cette capacité à être très à l'aise avec l'environnement numérique. Alors, ils ont tous une grande maîtrise du numérique, mais ils maîtrisent des réseaux sociaux, etc. Pas obligatoirement la maîtrise du numérique professionnel. Donc ça, il y a peut-être aussi un gap à passer, mais ça, c'est dans la vie professionnelle qu'ils vont évoluer. Donc moi, je pense qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, l'intelligence artificielle va peut-être nous permettre d'avoir des équipes boostées. Certains confrères, je discute avec certains confrères de cabinet, qui imaginent que demain, l'intelligence artificielle, ce sera un collaborateur supplémentaire. Il y a une équipe de 5-6 personnes dans un bureau, eh bien, il y aura peut-être 2 collaborateurs qui seront 2 intelligences artificielles. Mais en fait, qui vont faire des tâches que les autres ne vont pas faire. Il va y avoir une répartition du travail qui sera un peu différente. Voilà. Il faut imaginer que demain, l'intelligence artificielle, ça sera un collaborateur supplémentaire. Et dans le cadre de l'organisation du travail, eh bien, on va donner des choses. Voilà. Alors oui, au fur et à mesure, elle va être un peu plus prédictive, mais on va l'utiliser comme telle. Parce que les collaborateurs vont l'utiliser comme telle. Et, après, bon, il y a quand même... un peu d'inquiétude à avoir. On peut imaginer que l'intelligence artificielle soit capable de... Prenons un exemple. Vous avez une facture d'achat de papeterie de bureau. L'IA va être capable de dire comme l'activité c'est une boîte de conseil, on va le mettre en fourniture de bureau, mais si l'activité c'est du négoce de fourniture de bureau, on va le mettre en achat de marchandises. Voilà, donc la même facture peut être classée dans 2 comptes différents selon l'activité de la boîte. Bon, ça on peut imaginer que l'IA va être capable de le faire. Bon, mais là où l'IA elle est particulièrement performante, c'est aussi dans la capacité qu'elle a à élaborer des stratégies, des solutions, croiser des compétences multiples. Et donc on peut imaginer effectivement qu'elle puisse être meilleure que nos collaborateurs parce qu'elle va avoir une compétence. Voilà. Et là, la difficulté, c'est que l'IA ne va pas simplement automatiser les tâches qui sont facilement automatisables, elle va aussi rentrer dans l'analyse. Et donc là, vous revenez un petit peu sur ce que vous disiez au début, c'est-à-dire on n'est plus tellement dans la distinction entre les tâches basiques l'IA et puis les tâches... C'est-à-dire qu'en fait, l'avantage, la puissance de l'IA va faire qu'elle peut rentrer dans l'analyse. Voilà. La question, c'est est-ce qu'on a envie, quand on est à la tête d'une petite entreprise, je sais pas, le gars, il est maçon, il est boulanger, il est pâtissier, voilà, de se connecter sur son ordinateur et lui poser des questions pour avoir des réponses. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir que quelqu'un soit capable de comprendre ce que dit l'IA, de savoir si c'est pertinent, parce que parfois l'IA, elle part dans des délires, elle fantasme, elle imagine, elle invente, et d'être capable de dire, là, l'IA, elle s'est trompée, ou là, l'IA, elle te donne des conseils qui sont peut-être pas judicieux par rapport à des éléments de contexte qu'elle n'a peut-être pas... dans l'information de la société, parce que tout n'est pas dans les comptes, en fait. Ça dépend aussi de tout un contexte. Voilà. Donc, la marche est haute. La marche est haute. Aujourd'hui, il n'y a personne qui est capable de dire, dans quelque métier que ce soit, comment ça va se passer dans 5 ans ou dans 10 ans, en vérité. Quand vous dites la marche est haute, c'est pour qui ? Pour la profession, pour le secteur ? Pour nos futurs collaborateurs, et à la fois ceux qui vont sortir demain et ceux qui sont actuellement en poste. Au niveau du Conseil national, on a vraiment pris la situation très au sérieux, puisque pour la première fois depuis 70 ans que l'ordre existe, on s'est lancé dans un plan de formation où on investit 4,5 millions pour former nos collaborateurs. En fait, ça n'avait jamais été fait. C'est-à-dire qu'on a toujours eu des formations. C'est-à-dire les collaborateurs de l'ordre ? Non, les collaborateurs de nos cabinets. Ouais. Donc il y a 170 000 collaborateurs qui sont embauchés par 20 000 cabinets. L'effet sur l'emploi peut être très compliqué. Et évidemment, si on perd des collaborateurs parce qu'on a automatisé les tâches, il va y avoir des effets sur les prix, parce que le client ne va pas être d'accord pour payer le même prix si c'est une machine qui a fait le boulot que si c'est nous, et donc ça va avoir des effets sur la rentabilité, donc ça peut mettre en péril la structure économique du cabinet, sans compter la responsabilité qu'on a d'accompagner nos collaborateurs autant que possible, sans passer par des plans sociaux, parce que le métier de comptable a disparu. Donc on s'est engagé dans cette démarche avec un plan de formation. Donc on a investi dans la conception de modules de formation
grâce à l'IA d'ailleurs, des formations en ligne, en distanciel, basées sur des systèmes interactifs. On s'est entouré de docteurs en sciences cognitives pour comprendre comment on pouvait modifier en fait la posture d'un collaborateur. Parce qu'aujourd'hui, le collab, il a son portefeuille de dossier. Une fois qu'il a envoyé les déclarations de TVA et que la comptable tombe juste, il estime que son travail est fini. En vérité, maintenant, son travail va commencer à ce moment-là. Les axes de ce plan de formation, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire plus de maîtrise technique et aussi plus de... Alors, c'est des formations qui durent entre 6 jours, c'est des parcours en fait qu'on a créés, qui vont entre 6 et 12 jours, où on accompagne le collaborateur d'abord pour déconstruire son modèle cérébral, qu'est-ce qu'il pense que c'est son métier, parce qu'on lui explique que son métier, c'est plus tout à fait celui-là, et lui réapprendre comment on met le client au centre du problème, comment on fait pour accompagner. Philippe le disait, on a des collaborateurs qui ont nécessairement des compétences entre 3 ans et 5 ans d'études post-bac sur ces matières-là, ils savent à peu près de quoi ils parlent. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas à l'aise. C'est-à-dire qu'ils se disent, le conseil, c'est pas moi, c'est l'expert comptable. Donc là, moi j'ai bien un avis, mais je ne vais pas le donner quand même. Voilà. Donc on veut leur expliquer que, en fait, ils ont les compétences pour le faire. On va renforcer ces compétences-là, mais on va aussi leur expliquer que c'est ça leur job aujourd'hui, c'est d'accompagner les clients. Accompagner les clients, c'est évidemment de la technique, parce que sinon... c'est pas possible en fait, s'ils sont pas sûrs d'eux-mêmes ou s'ils n'ont pas la conviction que ce qu'ils disent c'est pertinent, ils vont avoir du mal à y aller. Et ensuite derrière évidemment c'est beaucoup de soft skills, d'écoute, d'empathie, de capacité à comprendre les enjeux, parce que parfois la bonne réponse pour un client X n'est pas la même pour un client Y alors qu'ils sont dans la même situation. Parce qu'en fonction de son âge, sa situation familiale, de son passé, de ce qu'il a vécu, il va peut-être pas avoir la même... Et donc la capacité qu'a quelqu'un qui amène du conseil, c'est de parler d'humain à humain, de comprendre en fait ce qui va être la bonne réponse pour lui à ce moment-là. Anne-Marie Bouvier, en formation initiale, comment ça s'est passé ces dernières années, si on prend les 10-15 dernières années avec l'informatisation, comment ça a été pris en compte dans les cursus et comment votre rôle a évolué en tant qu'enseignante? Dans le cursus DCG, expertise comptable, je pense que c'est en transformation. En fait, le ministère de l'Éducation nationale travaille et la filière expertise du ministère de l'Éducation nationale travaille avec l'ordre. Donc, en fait, on est un peu, je ne sais pas quoi, des prestataires qui forment les futurs collaborateurs. Alors, il y a aussi les problématiques de moyens qui sont dédiés et de moyens informatiques qui sont dédiés à l'Éducation nationale. Ce n'est pas toujours évident. Il y a effectivement une organisation qui est celle du financement par les régions, etc. Et donc, on n'est pas doté de la même façon. En tout cas, dans les programmes qui sont faits, éducation nationale, et pour le DCG en tous les cas, et ordre des experts comptables, on est vraiment dans l'écriture des programmes, c'est une collaboration. Donc, il y a eu évidemment introduction des disciplines qui sont liées à l'informatique, mais également la dernière réforme en tous les cas, mais qui n'est pas il va en venir d'autres. Il y a aussi des choses sur, en tout cas, l'accompagnement du client un peu. Et je pense par exemple à l'introduction au niveau du DSCG en particulier, dans le programme de management contrôle de gestion, de la dimension marketing. Et ça, c'est vraiment quelque chose, une compétence que nos étudiants et que les collaborateurs n'avaient pas et donc ils doivent désormais intégrer. Alors après, peut-être qu'on est, sur le terrain, les opérationnels, les collègues qui enseignent, on est un peu proactifs aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, on alerte nos étudiants sur le fait que le métier, l'environnement évolue et qu'ils doivent développer des compétences particulières. Et d'ailleurs, dans l'histoire de la filière expertise comptable, on est passé d'un programme qui était par connaissance à un programme qui était par compétence. Et ça, dedans, il y a la prise en compte, effectivement, des savoir-faire et des savoir-être aussi, des comportements. Et je rejoins ce que vous disiez, c'est-à-dire que
quelquefois, on a des étudiants qui... Enfin, il y a un profil particulier de l'étudiant en comptabilité, hein, qui est un peu réservé. Bon, voilà, c'est pas un commercial, mais il faut qu'on l'amène à prendre la parole, à travailler en équipe, à s'exprimer et à pouvoir se tromper aussi. Voilà. C'est surtout ça notre travail à nous au départ. Par rapport au profil des étudiants que vous décriviez comme étant parfois un peu introvertis, c'est effectivement l'un des sujets qu'on a. C'est-à-dire que quand on s'oriente dans la voie de la comptabilité, a priori, c'est qu'on n'est pas plutôt sur le marketing ou le commerce. Ou des choses, voilà. Et là où on essaie de travailler, dans la formation qu'on leur délivre, c'est notamment là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on leur explique que la comptabilité, c'est pas quelque chose de juste. Alors qu'ils ont plutôt eu comme enseignement le fait qu'il fallait que ça soit équilibré. Moi, quand j'étais jeune, on m'expliquait que dans les rapprochements bancaires, s'il y avait 1 centime d'écart, c'était peut-être 1 million en plus, 1 million en moins, et qui faisait le centime d'écart. Voilà. Et donc, on essaie de leur expliquer, et ça, c'est pas facile pour eux à le comprendre, mais une fois qu'ils l'ont compris, ils passent le stade, c'est qu'il y a des seuils de signification en comptabilité. Qu'on n'est pas obligé de passer des écritures d'inventaire en fin d'année pour ajuster de 50 € la facture d'électricité. Voilà. Et donc, cette notion de seuil de signification pour des comptables, à la base, c'est pas acquis. Mais tout l'effort de formation qu'on leur délivre, aujourd'hui, c'est d'essayer de les sortir de là pour leur dire bon, prends un pas de recul. Ta compta, elle sera jamais juste et on peut donner 3 bilans à faire à 3 comptables différents. Ils auront chacun un résultat. Alors, il ne sera pas du simple au double, mais il y aura toujours des ajustements parce qu'ils vont faire des choix qui ne seront pas toujours les mêmes. Donc, la comptabilité juste, c'est une notion qui n'existe pas. Par contre, il faut qu'elle soit à peu près juste et après qu'on en tire une analyse qui soit, elle, pertinente parce qu'on a fait quelque chose qui était à peu près juste. Et ça, c'est pas simple de leur expliquer ça. Mais on y arrive. Mais si je peux rebondir là-dessus, lorsque nous, on récupère et qu'on a la possibilité d'avoir effectivement des alternants ou des jeunes étudiants qui commencent leur vie professionnelle, le principal sujet, c'est de les mettre en situation. Et à la limite, je pense que même dans l'éducation, on pourrait très bien imaginer est-ce qu'il y ait de plus en plus d'enseignements sur la mise en situation. Hein, les mises en situation. Pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire dans mon bilan et de se lever dans la salle de classe et d'exprimer à ses copains, je vais essayer de vous faire comprendre cela et cela, c'est cette mise en situation. Nous, dans les entreprises, c'est ce qu'on leur fait faire. Parce que bien évidemment, si on les largue comme ça en clientèle, sans cette préparation de mise en situation, déjà, pour certains, c'est pas facile parce qu'ils sont un petit peu plus timides, puis il manque un peu d'assurance sur leur côté technique, mais en plus, on va complètement les dégoûter du métier. Donc, c'est cette mise en situation. Et ce que vous appelez mise en situation, c'est à la fois être capable d'exploiter les données, de les interpréter, et puis de pouvoir les communiquer, les exprimer. Bien sûr, c'est très dur lorsqu'on sort dans l'enseignement, à la fois de maîtriser sa matière technique, et deuxièmement d'être capable, c'est pas donné à tout le monde, il y en a qui font ça naturellement, mais c'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire. Et je pense que l'évolution du comptable, sans même parler de l'expert comptable, parce qu'on parle souvent dans notre profession d'expert comptable. Mais comme l'a dit Laurent, il y a 170 000 personnes qui travaillent dans la profession comptable, il n'y a que 22 000 experts comptables. Donc ça veut dire qu'il y en a à peu près 150 000, ils ne sont pas experts comptables. Et pourtant, ceux-là, ils sont essentiels dans la démarche et dans l'accompagnement. Tout le monde n'a pas cette envie d'ailleurs d'aller cette expertise comptable. Mais donc, tous, en revanche, ces 170 000, ils sont en situation vis-à-vis des clients. Et ils vont être de plus en plus en situation. Donc, il faut leur mettre ces situations-là, et de façon à ce qu'ils sortent un peu de leur torpeur, pour certains, et de ne pas se dire, tiens, j'ai fait mes déclarations de TVA, j'ai fait mon bilan, je ferme mon ordinateur et je rentre à la maison. Non, c'est pas ça le métier. Nous, quelquefois, on évolue dans ce sens-là, c'est-à-dire, et souvent, on les met en situation, dans différentes disciplines, et surtout aussi, on fait un travail transversal avec des jeux sérieux, et donc ça leur donne l'occasion de s'exprimer, etc., et d'être un peu plus en prise avec la réalité du terrain, vraiment. C'est l'essentiel de la réforme qui a été faite il n'y a pas très longtemps, avec un examen qui porte sur 60% sur la compréhension, donc
résoudre des cas et 40% seulement sur la restitution. Qu'est-ce que tu as appris et que tu te rappelles et que tu es capable de restituer. Donc on essaie de mettre l'accent sur la capacité à raisonner, à comprendre, à réfléchir, plus que sur la capacité à emmagasiner, embachoter et restituer. C'est ça dont on a besoin. Alors il y a un dernier point que je souhaiterais aborder avec vous, c'est en fait l'impact de l'intelligence artificielle sur l'attractivité de la filière et l'attractivité du métier. Donc là, j'ai deux questions en fait. C'est premièrement, est-ce qu'il y a un impact en négatif ou en positif? Parce qu'on a bien compris dans la discussion qu'il y avait à la fois des risques et puis en même temps que ça pouvait aussi représenter un enrichissement pour le métier. Donc le balancier, il va dans quel sens? Et puis comment faire pour peut-être s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour augmenter l'attractivité de la filière? Et est-ce qu'il y a besoin d'augmenter l'attractivité de la filière? Alors, déjà, sur le fait de savoir s'il y a de plus en plus d'étudiants ou pas dans le secteur, la réponse est oui. On progresse chaque année en nombre d'étudiants, en DCG, DSCG, et on progresse plus que l'accroissement du nombre d'étudiants en France. Parce que comme il y a de plus en plus d'étudiants, on pourrait imaginer que la progression est identique au nombre d'étudiants qui augmente, mais en fait, on progresse plus. Pourtant, si on interroge un expert comptable, il va tout de suite vous dire qu'il est en pénurie de recrutement et qu'il a du mal à trouver des collaborateurs. La raison essentielle, c'est que aujourd'hui, on est plus nombreux qu'avant à vouloir recruter. Et dans les cabinets, on le voit, les effectifs ne font qu'augmenter. Et les profils qui sont DCG, DSCG, Master CCA ou École de Management option CCA sont très demandés, notamment par les très grands cabinets. Et ça s'explique comment l'augmentation des besoins? Il y a une vingtaine d'années, quand on faisait une école de commerce parmi les meilleures, il y avait à peu près un tiers des étudiants qui prenaient les options CCA. C'était le cas à HEC, à l'ESSEC, à l'ECP, etc. Aujourd'hui, c'est sur une promo de 800 étudiants, c'est 2 personnes. Ça les intéresse plus. Parce que les cours ont complètement basculé sur des compétitions internationales entre écoles de commerce de haut niveau. Et donc aujourd'hui, HEC se compare au MIT ou à Cambridge ou à je sais pas quoi, mais ils ne sont plus en compétition avec des écoles régionales de commerce. Voilà. Et donc les cours sont en anglais dès la 2e année. La comptabilité, c'est 50 heures sur un parcours de master. Et la moitié des étudiants sont des étudiants étrangers. Donc c'est plus du tout des viviers qui permettent d'alimenter les grands cabinets internationaux qui ne recrutaient que ce type de profil. Moi, j'ai pas fait ce type d'école il y a 30 ans. J'aurais pu envoyer mon CV à EY ou à Arthur quand il existait encore. Ils m'auraient jamais recruté. Ils recrutaient que des écoles de commerce de premier rang. Et puis maintenant, ils recrutent tout le monde. Ils recrutent même des alternants en DSCG qui était le vivier naturel des cabinets indépendants, des petits cabinets comme les nôtres, où le métier est complètement différent. Et donc on est plus nombreux qu'avant, puisque les besoins en recrutement, y compris dans certains cabinets, n'ont pas baissé. Ils ont besoin de recruter en permanence. Nous, on a besoin de recruter parce que le marché se développe. On a besoin de plus en plus de compétences, de plus en plus de domaines. On intervient dans plus en plus de situations. Et donc il y a une demande de profil qui est supérieur à ce que fournit le système éducatif. Est-ce que l'intelligence artificielle a un impact justement par rapport sur l'attractivité de... On peut imaginer que grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir automatiser encore plus de tâches que ce qu'on fait aujourd'hui et faire baisser un peu la pression sur le recrutement. Mais là, aujourd'hui, un étudiant qui souhaite rentrer dans cette filière, d'abord, il peut démarrer en alternance post-bac. C'est tout à fait possible. Mais bon, s'il décide de faire quand même sa licence DCG en formation initiale, il fera son alternance il fera son DSCG, donc son master en alternance. Il aura aucune difficulté à trouver une alternance. Et à l'issue de son DSCG, pour des cabinets parisiens, les niveaux de recrutement, c'est entre 36, 38, 40 cas à l'embauche, avec des progressions de 10-15% par an. On termine le stage d'expertise comptable, on est aux alentours des 45-50 cas. Donc là, en fait, ce que vous nous dites, c'est que l'élément d'attractivité principal, c'est les opportunités sur le marché. Des opportunités absolument incroyables. On change de job en claquant des doigts. L'exemple de mon fils qui est en stage d'expertise comptable, donc il a son DSCG. Il a voulu changer de cabinet, il a fait un CV en une demi-heure, donc le truc pas super.
il l'a posé sur le site de l'ordre qui s'appelle, je ne sais plus comment, expert, voilà, pour retrouver. Bon, une demi-heure après, à 18h, une demi-heure après, il a eu un appel téléphonique. Une demi-heure après, il a eu encore un deuxième appel. Et le lendemain, que vous avez, il avait 4 messages sur son portable. Donc il avait déjà 6 offres d'emploi en une demi-heure. Philippe Bonin, Non, ce qu'il faut dire quand même également par rapport à cette attractivité qui est évidente, il y a un autre phénomène, c'est que lorsqu'on fait cette formation, on a une vraie structure d'esprit et on a un vrai métier. Et il y a beaucoup d'autres métiers qui vont puiser dans les gens qui ont été formés dans l'expertise comptable, qui ne font pas de comptabilité, mais dont on sait que la formation qui a été dispensée a permis de structurer un esprit, à structurer des méthodes de travail, des approches. Et ça, il y a les recruteurs, je ne sais pas moi, dans différents domaines d'activité, ils vont chercher des gens qui sont Mais selon vous, faits là. les évolutions en cours vont dans quel sens? Ça renforce l'attractivité ou au Alors, contraire, non, pour moi, ça la renforce parce que déjà à court terme, entre cet appel d'air et nos étudiants, quand même, ils regardent également le marché du travail et la capacité à avoir une progression de rémunération, ce qui est quand même pas idiot. Hein, on ne peut pas leur reprocher ça. Je pense que c'est plutôt une bonne chose. Mais je pense en fait que si effectivement on continue à avoir cet enseignement de la connaissance de la matière, ça veut dire que l'esprit sera toujours formaté pour pouvoir soit être toujours dans la comptabilité, soit aller dans d'autres métiers qui n'ont rien à voir. Hein. Vous voyez maintenant des commerciaux qui ont fait une formation comptable, vous voyez des gens qui ont même fait du marketing parce qu'ils ont eu cette formation et ils en sont fiers. Hein. Regardez, dans les grandes écoles, ils sont même capables de faire maintenant des doubles diplômes, donc ingénieurs et autre chose. Donc bref, tout ça pour vous dire que pour moi, ça va être un élément supplémentaire, d'autant que si nous arrivons effectivement à générer une nouvelle population d'étudiants beaucoup plus à l'aise sur ce côté comportemental, émotionnel, prise en compte de ces soft skills et cette bonne maîtrise de l'IA professionnelle, eh bien, je pense qu'on va effectivement avoir des collaborateurs. Voilà. En revanche, effectivement, il faut reconnaître également qu'une partie de nos collaborateurs sont arrivés dans cette profession parce qu'il y avait un côté rassurant. Je vais avoir un métier où je ne vais pas m'embêter pendant 5, 10 ans ou 15 ans. Je vais faire de la saisie comptable, je vais faire ceci, je vais avoir mon travail tranquille. Ça, cette population, oui, risque d'être un petit peu bousculée, c'est évident. Anne-Marie Bouvier, vous voyez les choses comment par rapport à l'attractivité puis à l'impact de ces évolutions? Alors, moi, je pense qu'il y a le côté rassurant d'un métier qui est ouvert, solide. Qui est solide, mais il y a aussi effectivement, alors moi je le vois chez mes étudiants et sur l'évolution de mes anciens étudiants, en effet, je suis d'accord avec vous, ils ont une formation qui est aussi une formation alors technique mais aussi généraliste, ce qui leur permet effectivement de trouver d'autres axes, hein, par exemple dans le contrôle dans les métiers de la gestion, hein, le contrôle de gestion, la finance. Moi, j'ai des anciens qui ont fait ensuite qui ont complété leur cursus par des études de droit, de gestion de ressources humaines. Enfin, vraiment, c'est très très divers et très ouvert. Et en fait, ils sont très flexibles. Ils ont un bagage de compétences et de connaissances qui leur permet d'irriguer tout un tas de métiers. La campagne de communication qu'a lancée le Conseil national de l'ordre des experts comptables récemment sur les réseaux sociaux et un affichage, c'est « Illimitez-vous ». Et elle s'adresse évidemment aux jeunes en leur expliquant à quel point il est possible de faire une palette de métiers très diverses dans l'expertise comptable. C'est pas monolithique, on ne fait pas que de la compta, on fait plein de choses. Écoutez, merci beaucoup. On arrive au terme de cet échange. Merci à tous les trois. Donc, on a bien compris à la fois tout ce que ça pouvait changer de positif et qu'on peut déjà mesurer, mais en même temps les risques qui subsistent et l'incertitude. Mais voilà, on voit quand même. Et puis, je pense que vous avez bien donné envie, je pense, aux futurs comptables d'embrasser cette filière. Merci beaucoup. Merci bien. Merci à vous.